Poutine et l'héritage staliniste. Écrit par Dr Manhattan. Ceci est une traduction d'un article de Tomislav Kardom publié sur Kyiet, originalement intitulé Putinism and the Stalinist Legacy. Dès le début de l'invasion de l'Ukraine, les justifications avancées pour l'agression de Moscou ont dû paraître pour le moins irréalistes à la plupart des observateurs non russes. De nombreux observateurs ont été incrédules à l'idée qu'un Russe instruit puisse croire les affirmations de Poutine selon lesquelles l'Ukraine devait être dénazifiée et démilitarisée, ou que le pays abritait de multiples laboratoires d'armes biologiques et prévoyait de fabriquer une bombe nucléaire. La Russie est toutefois l'un des 10 pays comptant le plus grand nombre de personnes ayant achevé des études supérieures. Dans la tranche d'âge des 55 à 64 ans, elle occupe la première place, 50,3% des Russes ont achevé des études supérieures. La propagande russe ne réussit pas parce que la population n'est pas éduquée, mais parce que les citoyens ont été efficacement endoctrinés par une exposition permanente aux mythes russes et soviétiques par le biais du système éducatif, des médias d'État et de la culture dominante. La source originelle de ces mythes et de leur propagation réside dans l'incapacité de la Russie à affronter l'héritage empoisonné de la politique soviétique. Au lieu de cela, après l'effondrement désordonné de l'URSS, l'État russe a simplement adopté la propagande soviétique et l'a réadaptée à ses propres fins. Le mythe de la Grande Guerre patriotique est devenu un instrument de légitimation soviétique dans les années 1960, sous la direction de Léonid Brejnev, supplantant le mythe de la Révolution d'Octobre qui était censé conduire à l'adhésion mondiale au communisme et à la fin de l'histoire marxiste. Lorsque la puissance de la théorie marxiste s'est heurtée à la réalité économique et que les élites soviétiques ont découvert qu'elles ne croyaient plus que le communisme triompherait du capitalisme, elles ont eu recours à un mythe de gloire nationale forgé dans la lutte contre le plus grand mal de l'histoire, l'Allemagne nazie. Les peuples fraternels de l'Union soviétique ont certainement subi les pertes militaires les plus effroyables de la guerre, et pour ce sacrifice de sang fait au nom de toute l'humanité, les dirigeants soviétiques ont déterminé que l'humanité devait à l'Union soviétique une gratitude éternelle. L'opposition à l'Union soviétique et à son programme est devenue synonyme de trahison nationale et, finalement, de nazisme. Ce mythe sera finalement adopté par le satellite russe qu'est la Biélorussie sous la direction d'Alexandre Loukachenko, et son opérationnalisation est illustrée par l'interview de Loukachenko avec le journaliste de la BBC Steve Rosenberg fin 2021. Invité à répondre à l'affirmation selon laquelle les autorités biélorusses expulsent les migrants vers l'UE pour déstabiliser l'Europe, Loukachenko répond « Nous devrions quand même être célébrés. Vous devriez nous célébrer parce que nous avons combattu le fascisme. » Lorsque Rosenberg a objecté que sa question n'avait rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale, Loukachenko n'a pas été découragé. « Steve, je vais vous expliquer. Parce que vous n'avez pas encore remboursé les dettes envers le peuple biélorusse pour la Seconde Guerre mondiale, pour les pertes que nous avons subies. Seulement 80 ans se sont écoulés, même passant depuis le début de la guerre, et vous avez à nouveau essayé de pénétrer dans notre maison et d'en créer une nouvelle. En juin 2020, Vladimir Vladimirovitch Poutine a écrit un important article sur la Seconde Guerre mondiale pour le National Interest, dans lequel il soulignait l'importance persistante du mythe de l'État soviétique dans la politique mondiale. Lors du sommet des dirigeants de la CEI qui s'est tenu à la fin de l'année dernière, écrit-il, nous nous sommes tous mis d'accord sur une chose, il est essentiel de transmettre aux générations futures le souvenir du fait que les nazis ont été vaincus avant tout par le peuple soviétique et que les représentants de toutes les républiques de l'Union soviétique ont combattu côte à côte ensemble dans cette bataille héroïque, tant sur les lignes de front qu'à l'arrière. Les propos de Poutine se reflètent jusque dans la législation russe répressive, mettre en parallèle le rôle de l'Union soviétique et du Troisième Reich dans la Seconde Guerre mondiale est désormais passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 roubles et 15 jours de prison pour les individus, et jusqu'à 100 000 roubles pour une entité. Une telle législation, et l'atmosphère d'intimidation qu'elle crée, permet également de persécuter les organisations qui se consacrent à l'investigation des crimes communistes. Fin 2021, un tribunal de Moscou a fermé l'organisation de défense des droits de l'homme Mémorial International, qui avait déjà été déclaré agent étranger. Le procureur de la Cour suprême a accusé l'organisation, dont le premier président était le dissident soviétique et lauréat du prix Nobel Andreï Sakharov, de créer une fausse image de l'Union soviétique en tant qu'État terroriste en spéculant sur le thème de la répression politique du XXe siècle. Il a ajouté que la liste des victimes de Staline comprenait des délinquants nazis ayant le sang de citoyens soviétiques sur les mains, et a accusé Mémorial de tenter de réhabiliter les traîtres à la patrie et les collaborateurs nazis. La centralité de ce mythe national a des implications importantes pour la politique étrangère russe, et pour l'attitude envers les Ukrainiens en particulier. Une composante essentielle est la négligence ou la relativisation de l'agression soviétique entre la signature du pacte Ribbentrop-Molotov en août 1939 et l'invasion allemande de l'Union soviétique en juin 1941. Le 17 septembre 1939, les forces soviétiques envahissent la Pologne par l'Est,
16 jours seulement après l'invasion des nazis par l'Ouest, et le pays est coupé en deux. Staline justifie cette agression en faisant valoir que l'État polonais a cessé d'exister et que l'Union soviétique est donc obligée de libérer ses frères ukrainiens et biélorusses de ce qu'il appelle le fascisme bourgeois polonais. 2 mois et demi plus tard, l'Union soviétique envahit la Finlande. Comme pour l'invasion de la Pologne, il n'y a pas eu de déclaration de guerre officielle, mais Staline a affirmé qu'il contribuait à sauver le peuple finlandais en installant l'expatrié communiste Otto Kuusinen à la tête d'une nouvelle république démocratique finlandaise socialiste. L'Union soviétique inflige ensuite le même traitement à la Lituanie, à l'Estonie et à la Lettonie. Des bases militaires soviétiques sont établies dans les 3 États baltes, les élections sont truquées pour exclure tout candidat qui n'est pas stalinien, et les nouveaux régimes fantoches acceptent ensuite la farce de l'adhésion des 3 États à l'URSS. Puis, le 28 juin 1941, l'Union soviétique envahit et occupe la Bessarabie et la Bucovine afin de libérer ces régions de leurs oppresseurs roumains. Tous ces territoires feront partie de l'URSS jusqu'à son effondrement. Nous assistons actuellement à la répétition de ce schéma de justification et d'agression en Ukraine, et ce schéma est aussi cynique aujourd'hui qu'il l'était en 1939 à 40. Poutine a affirmé que la Russie était obligée d'envahir l'Ukraine et a refusé de déclarer officiellement la guerre, préférant décrire l'attaque comme une opération militaire spéciale. Le plan semble avoir été de capturer Kiev en quelques jours, de décapiter le gouvernement élu sur place et d'installer un régime docile qui ferait ce qu'on lui dirait. On espérait que tout cela se produirait avant que les Ukrainiens ou le reste du monde puissent organiser une quelconque réponse. Ce plan a été un échec catastrophique parce qu'il était fondé sur les hypothèses erronées du mythe de l'État russe. Dans son long texte programmatique intitulé « Sur l'unité historique des Russes et des Ukrainiens », Poutine nie l'identité distincte de la nation ukrainienne. À première vue, cela semble être un mythe impérialiste classique de la Grande Russie qui n'a rien à voir avec l'héritage de l'Union soviétique. Cependant, un examen plus attentif révèle une combinaison toxique de l'idéologie chauviniste grand-russe et d'une version russe du mythe soviétique de la fraternité et de l'unité. Au cœur de ce mythe se trouvait la lutte fraternelle de tous les peuples soviétiques contre l'occupant nazi, selon laquelle les opposants à la fraternité ukraino-russe sont privés de toute autonomie ou volonté, ils ne sont que des serviteurs des États-Unis, des Anglo-Saxons, de la Pologne, du Vatican, etc. Bien que les bolcheviks aient ostensiblement organisé les républiques ethniques de l'Union soviétique en mettant l'accent sur le droit à l'autodétermination, une identité nationale ukrainienne ou tout autre ne pouvait que coexister de façon tolérable au sein de la construction supranationale soviétique. Même si l'URSS a obtenu des sièges spéciaux à l'ONU pour l'Ukraine et la Biélorussie afin de renforcer sa propre position, l'autodétermination n'existait réellement que sur le papier, et personne n'a pu exercer ce droit. Les élites russes d'aujourd'hui peuvent reprocher aux bolcheviks d'avoir inventé la nation ukrainienne, mais les élites soviétiques n'ont jamais complètement abandonné l'idéologie chauviniste grand-russe. C'est pourquoi même le dernier dirigeant de l'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, un homme considéré comme un traître en Russie aujourd'hui, a demandé en privé au président américain Bush d'empêcher l'indépendance de l'Ukraine. L'Ukraine, prétendait-il, n'était qu'une invention bolchevique que l'indépendance condamnerait à la ruine. Poutine aurait suggéré au premier ministre polonais de l'époque, Donald Tusk, que leurs 2 pays devraient diviser l'Ukraine. Mais le démembrement de la nation n'est pas une issue idéale de cette guerre pour les élites russes, et n'est devenu un objectif qu'une fois qu'il est apparu clairement que les forces pro-russes sont incapables de conquérir le pays. Poutine maintient que la Russie n'a rien à voir avec la guerre à l'Est qu'il fomente depuis 2014, et cherche maintenant à incorporer les républiques populaires de la région de Donbas dans la constitution russe par le biais de l'accord de Minsk pour leur propre bien. Tant que l'Ukraine est pro-russe, non seulement elle existe, mais elle est aussi une nation fraternelle séculaire. Mais dès qu'elle commence à mener une politique indépendante, elle devient fictive. Un grand et glorieux empire est important pour les impérialistes russes, et il importe peu qu'il s'appelle l'Empire russe ou l'Union soviétique. C'est pourquoi les petites nations, perçues comme une partie essentielle de l'espace impérial russe ou de sa supposée sphère d'influence, ne peuvent être autorisées à jouir d'une réelle autonomie. Et c'est pourquoi le chanteur de la cour de Poutine, Oleg Gazmanov, est apparu lors du rassemblement de soutien à l'invasion au stade Luzniki et a interprété la chanson « Made in the USSR », qui comprend les paroles suivantes « Ukraine et Crimée, Biélorussie et Moldavie, c'est mon pays ». La performance et la justification sont remarquablement similaires, et nécessitent une dose similaire de cynisme, de mensonge, d'apitoiement et de déni, et les conséquences horribles du refus de la Russie de reconnaître son héritage stalinien sont maintenant exposées en Ukraine. Tout bien considéré, s'est plaint le général russe Rustam Minikaïev la semaine dernière, nous sommes maintenant en guerre avec le monde entier, comme nous l'étions pendant la Grande Guerre patriotique. Toute l'Europe, le monde entier était contre nous, et c'est la même chose maintenant. Ils n'ont jamais aimé la Russie. Cet audio vous a plu ?
abonnez-vous à notre chaîne afin de recevoir tout notre contenu et soutenez-nous sur Tipeee, le lien est dans la description.